L'Inde. Depuis Marco Polo jusqu'à Vasco de Gama, cette contrée lointaine a toujours nourri l'imaginaire européen. Ses épices et ses étoffes raffinées, achetées à prix d'or, suscitaient autant la convoitise des rois que celle des marchands. Servant les intérêts personnels autant que ceux des royaumes, le commerce avec le sous-continent indien prit une place croissante particulièrement au XVIIIe siècle. C'est à cette époque que s'ouvrent les premières ingérences européennes dans la politique d'un empire moghol en déclin. Et si l'empire britannique, joyau de la couronne, est bien connu de tous, on oublie souvent qu'avant sa domination incontestée, ce territoire fut le théâtre d'un affrontement acharné entre Français et Britanniques, chacun espérant sa part du gâteau colonial. Du côté français, l'homme fort s'appelait Joseph-François Dupleix. Sa stratégie du nababisme porta l'influence française à son apogée en Inde, avant que l'histoire n'en décide autrement. Les échanges entre l'Occident et l'Orient ne datent pas d'hier. Depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge, soie, épices et porcelaine circulaient par caravane et par mer. Mais en 1453, avec la prise de Constantinople, les Européens perdent l'accès à cette route traditionnelle. Il leur faut trouver d'autres passages. C'est Vasco de Gama qui, en 1498, franchit le cap de Bonne-Espérance et ouvra une nouvelle voie maritime vers l'Inde. Dans un premier temps, ce commerce reste la chasse gardée des Portugais. Mais bientôt, les richesses de la péninsule attirent d'autres puissances. Britanniques et Hollandais se lancent à leur tour, s'appuyant sur leur compagnie des Indes orientales, l'East India Company et la Vie aussi. De véritables empires commerciaux dotés de monopoles et même de forces armées. La France, elle aussi, veut sa part. En 1664, sous l'impulsion de Colbert, naît la Compagnie française des Indes orientales. Les débuts sont hésitants. La compagnie ne dispose que d'une factory à Surat, ouverte en 1668 par François Caron, qui doit cohabiter avec les autres puissances. Mais quelques années plus tard, un nouvel élan est donné. Les Français obtiennent le petit village de Pondichéry, qui deviendra la capitale de leur établissement en Inde. Pris par les Hollandais en 1693 puis restitué en 1698, Pondichéry se fortifie et s'organise en damier sous l'autorité de François Martin. Après les guerres incessantes de Louis XIV, la régence de Philippe d'Orléans ouvre une période plus calme. Par souci d'apaisement et d'économie, la marine de guerre française est réduite. Mais paradoxalement, le commerce maritime français s'épanouit. Au début du XVIIIe siècle, nos navires rapportent plus que ceux des Anglais. Il reste que la perfide des Albions continue d'entretenir sa flotte militaire, bien décidée à reprendre un jour l'avantage dans la compétition coloniale. Avant de venir aux premières tentatives de contrôler les Indes, les deux nations connurent une période de paix où les territoires qui bordaient l'océan Indien n'avaient pour vocation que le commerce. Ce commerce-là n'avait alors rien à voir avec celui de l'Atlantique. Ici, pas de négociants indépendants ou d'armateurs isolés. Tout était placé sous le régime des compagnies à monopole. Pour la France, c'était la Compagnie des Indes qui gardait le privilège exclusif. Mais comment procédait-on aux échanges concrètement ? Eh bien, chaque hiver, une escadre quittait le port de l'Orient. Elle faisait escale à Cadix pour charger ce qui était la clé de tout commerce oriental, l'argent. De gros piastres espagnols venus des Amériques qui servaient à payer les marchands d'Inde. Car ce commerce fonctionnait presque à sens unique. On importait des cotonnades, des soieries et des mousselines, du poivre ou encore de l'opium. Mais on exportait très peu de produits français. L'essentiel du paiement se faisait en métaux précieux. Une fois arrivés à Pondichéry, les courtiers de la compagnie réunissaient les marchands indiens. On fixait les quantités d'étoffes souhaitées. On avançait l'argent, et les marchands locaux passaient ensuite commande aux artisans et aux tisserands. En réalité, ce sont eux, les Indiens, qui tenaient les rênes du marché. Eux qui livraient les soieries du Bengale, les mousselines de Dhaka, les cotonnades du Carnatic ou le poivre de Kerala. Et eux qui fixaient les prix. Le courtier français n'était qu'un intermédiaire. En octobre, les étoffes étaient livrées, contrôlées puis chargées à bord des vaisseaux. Mais la compagnie ne se contenta pas de ce commerce direct. Elle utilisait aussi ses comptoirs comme plateforme pour un commerce d'Inde en Inde. Vers la Chine par exemple, les navires relâchaient à Canton pour embarquer du thé, de la soie, des porcelaines et des objets en lac.
Vers la mer d'Arabie, il passait par Bossora ou Mocha, où il chargeait du café et de l'argent. Ces échanges secondaires étaient extrêmement rentables, parfois avec des marges de 30 à 50%. Mais à mesure que les profits augmentaient, la tentation de dépasser ce simple rôle commercial grandissait. Car posséder un comptoir, ce n'était pas seulement contrôler des flux d'épices ou de cotonnade, c'était aussi disposer d'un pied-à-terre stratégique dans un immense empire. L'Empire moghol. Et dans un contexte où cet empire commençait lentement à se fragiliser, chaque puissance européenne flairait une occasion. Ainsi, le commerce devint peu à peu politique. Les Français, comme les Anglais, comprirent qu'il ne suffisait plus de négocier avec les marchands. Il fallait aussi s'immiscer dans les affaires des princes locaux, soutenir tel nabab contre tel autre, et utiliser les rivalités indiennes à leurs avantages. Au début du XVIIIe siècle, l'Empire moghol domine encore presque toute la péninsule indienne. Il est organisé en 22 provinces dirigées chacune par un subadar, qu'on appelle souvent nabab, elle-même divisée en districts confiés à des nawabs. La population est très largement hindoue, mais l'élite dirigeante, elle, reste musulmane. En 1707, à la mort de l'empereur Aurangzeb, l'unité de ce vaste empire commence à se fissurer. Ses successeurs n'ont ni son autorité, ni sa rigueur. Les provinces s'émancipent et de nouvelles forces régionales émergent, comme la confédération Marath, dirigée cette fois par les élites brahmaniques hindoues. Petit à petit, les nawabs et les subadars gouvernent presque en indépendants, traitant directement avec les Européens. Les uns comme les autres cherchent des alliés, s'appuient sur leur armée, parfois très modeste, et rivalisent pour garder la main sur leur territoire. C'est dans ce contexte troublé que la France installe ses positions en Inde. Elle s'appuie sur un réseau de comptoirs. Pondichéry, acquis en 1674, devient vite la capitale des établissements français. C'est une ville prospère, fortifiée et organisée en damier, qui sert à la fois de centre administratif et de port majeur. Chandernagore, fondé en 1690 au Bengale, à l'embouchure du Gange, ouvre aux Français une voie vers le cœur politique de l'Inde et surtout vers Delhi. Karikal, elle, est obtenue en 1739 sur la côte de Coromandel. Elle est le grenier à blé de la compagnie, un comptoir agricole précieux pour nourrir les troupes et alimenter le commerce. Mahé, installé en 1721 sur la côte de Malabar, donne un accès stratégique au commerce des épices. Et enfin, Yannon, sur la côte d'Orissa, est obtenu en 1751, venu compléter le dispositif servant à la fois d'entrepôt et de relève à l'intérieur. Chacun de ces comptoirs a son rôle. Certains sont agricoles, d'autres commerciaux ou militaires. Ensemble, ils permettent à la France de peser dans le grand jeu indien. Mais ce réseau n'aura eu qu'une importance limitée sur le contexte. Le délitement de l'Empire moghol offrait une occasion unique aux Européens d'intervenir directement dans les affaires locales. Le siècle des Lumières commençant, la Compagnie française des Indes demeurait encore dans l'ombre. Face au prestige et à la puissance des Anglais et des Hollandais, sa place paraissait secondaire. Mais au fil des décennies, la situation changea. La France étendit peu à peu son influence en Inde. Cela passe bien sûr par la croissance du commerce, mais aussi, et c'est l'essentiel, par le développement de relations solides avec les princes locaux. Il faut comprendre qu'en Inde, à cette époque, le respect et la considération qu'on accordait à un étranger dépendait beaucoup de la manière dont il affichait sa grandeur. Les cérémonies, la richesse, l'apparat, tout cela comptait énormément. Et c'est exactement ce que comprirent certains gouverneurs français, attentifs aux mœurs et aux traditions du pays. Un des premiers à mettre cela en pratique fut Benoît Dumas, gouverneur général de la compagnie. Grâce au financement venu d'Europe, il pouvait organiser des réceptions fastueuses et suffisamment impressionnantes aux yeux des princes indiens. Mais ces fonds ne servaient pas qu'au décorum. Il fallait aussi entretenir une garnison. Une armée destinée à protéger les comptoirs français de toute menace. Cette armée, c'était un mélange. Une minorité de soldats européens qui allaient prouver leur valeur au combat et qui deviendraient vite redoutés, mais aussi convoités par les souverains indiens. Et puis surtout, une majorité de sipais, soldats indiens formés et équipés à l'européenne. Dumas, combinant le prestige et la force militaire, se trouva rapidement entré dans la politique locale. Ce fut l'une des premières véritables ingérences européennes en Inde. Un conflit éclata alors entre un prince marathe et un prince moghol. Le nabab de Trichinopoli, vassal de l'empereur de Delhi. Le marathe l'emporta et écrasa son armée. Le nabab, en déroute, accompagné de sa fortune, chercha refuge. Et c'est à Pondichéry, sous la protection de Dumas, qu'il le trouva. Bien entendu,
le prince Marat ne tarda pas à poursuivre son adversaire et à investir la ville. Et là, le gouverneur français se trouva en très fâcheuse posture. En large infériorité numérique, et avec pour seule défense une simple palissade de bois, mais Dumas tient bon. Malgré les menaces, il refusa de céder. Cet acte de fermeté impressionna probablement le Marat, qui renonça à prendre Pondichéry. Et c'est grâce à ce courage qu'un honneur inédit fut accordé au gouverneur français, le titre de Nabab, c'est-à-dire prince vassal du Grand Mogol. Jamais auparavant un Européen n'avait reçu une pareille distinction. Ce moment fut une étape clé, car avec cette première ingérence politique, Pondichéry prit le chemin de la prospérité. Et cette prospérité allait servir encore davantage son successeur, qui allait devenir le véritable architecte de la puissance française en Inde, Joseph François Dupleix. C'est donc un petit noble issu du nord de la France qui est très jeune envoyé en Inde par son père, de peur qu'il prenne davantage goût aux sciences qu'au commerce. Dans un premier temps, Mousse, il vogua ensuite comme capitaine sur un navire de la Compagnie des Indes. Puis on lui assigna un siège au conseil de Pondichéry, ainsi que la responsabilité du comptoir de Chandernagore. On lui dit alors qu'il le renforça merveilleusement bien, mettant en pratique ce qu'il fera à nouveau pour Pondichéry. C'est donc après 8 ans d'expérience dans ce comptoir et ayant acquis une connaissance approfondie des Indes que Joseph François Dupleix devint gouverneur de Pondichéry, ainsi que de tous les comptoirs qui en dépendent dans l'Inde. Maîtrisant parfaitement les mœurs indiennes, le gouverneur a dès lors l'occasion de s'illustrer grâce au conflit de la guerre de succession d'Autriche qui vient d'éclater. Ses rivaux en Inde, que sont les Britanniques, n'y prirent pas parti à son commencement. Mais il était un homme dans l'océan Indien qui sentait tout proche leur intervention. Il s'agissait de François Mahé de la Bourdonnais, marin et corsaire de Saint-Malo, qui avait été nommé gouverneur des îles Bourbon et de France. Principale base de ravitaillement pour les navires de la Compagnie des Indes, avant d'atteindre les comptoirs de Malabar et de Coromandel. Le Malouin avait alors pressenti l'extension du conflit aux Indes et ramena d'Europe une petite escadre pour défendre les intérêts français dans la zone. Ayant anticipé cette guerre, Mahé partagea le commandement des opérations militaires avec Dupleix, qui disposait quant à lui d'une petite force terrestre. Mais les deux hommes avaient une vision bien différente de l'entreprise des Indes, ainsi que de la manière de faire la guerre. Le premier était un redoutable marin et commandant de troupes, mais partageait davantage une vision de corsaire. Dupleix, quant à lui, rêvait déjà de se tailler un empire dans les Indes. À savoir que le commerce avec les Indes était considéré comme déficitaire comparé aux autres théâtres d'échange. En effet, pour se procurer des épices, de l'indigo, des étoffes, les navires européens s'arrêtaient d'abord à Cadix en Espagne, afin de se procurer des métaux précieux, de l'or mais surtout de l'argent. Et ce mode de commerce ne bénéficiait alors qu'aux négociants, mais entraînait la fuite des métaux précieux depuis l'Europe jusqu'aux Indes, ce qui constituait une aberration pour une Europe alors fondamentalement mercantile, qui voyait la richesse de toute nation à travers la quantité de leurs réserves d'or. De ce biais-ci, Dupleix voyait tout l'intérêt de constituer un véritable empire territorial aux Indes, permettant de lever l'impôt et d'acheter directement sur place, commerçant d'Inde en Inde, et éviter ainsi la fuite des métaux précieux. La côte de Coromandel, dans laquelle la France était fortement implantée, était directement concurrencée par les Anglais qui disposaient d'importants comptoirs, comme celui de Madras. Ce dernier fut pris pour cible quand Mahé arriva avec une importante force maritime, renforcée de la garnison de Dupleix, présente à Pondichéry. Après 3 jours de bombardement éprouvants, la victoire revint sans conteste aux Français le 9 septembre 1746. Mais Mahé, qui était seul au commandement, prit ses propres dispositions et s'arrangea avec l'Anglais afin que celui-ci dépose les armes en échange de quoi l'établissement lui serait rendu, moyennant le paiement d'une rançon. C'est alors qu'éclata cette querelle entre Mahé et Dupleix, qui lui, en bon diplomate, avait promis la ville au Nabab d'Arcot en échange de sa non-intervention, et même de sa protection si un autre prince indien venait à le prendre à revers. Finalement, Mahé et sa flotte durent rentrer à l'île Bourbon dès lors que la mousson commença, laissant le sort de la ville aux mains de Dupleix. Celui-ci rompit la promesse de Mahé pour faire de Madras une ville sous occupation française. Mais le différend entraîné par cette querelle isola le gouverneur, qui était désormais sans soutien naval en Inde, alors que les Anglais disposaient d'une importante force armée.
De plus, Dupleix n'avait pas tenu son engagement envers le Nabab d'Arcot, Nawazuddin Khan, qui prit les armes pour récupérer son dû. C'est son fils, Mahfouz Khan, qui marcha donc devant Madras avec une armée de 10 000 hommes pour affronter les forces françaises cantonnées dans le fort Saint-Georges, sous les ordres de la Tour. C'est donc Louis Paradis de la Roche qui, à ce moment-là, fut dépêché de Pondichéry avec quelques 300 hommes européens et 700 cipayes. L'officier était un ingénieur militaire suisse au service de la Compagnie des Indes, dont le talent était bien connu. Et il eut une nouvelle fois l'occasion de se faire ses preuves en se battant à 1 contre 10 lors de la bataille d'Adyar, qui eut lieu le 24 octobre 1746. L'armée du Nabab, protégée par le fleuve Adyar, lui tournait alors le dos, regardant vers les fortifications françaises. Les tirs inefficaces de l'artillerie indienne ne dissuadèrent pas Paradis, qui traversa la rivière et prit par surprise la ligne de son adversaire. On raconte alors qu'il usa de tirs précis et d'une charge décisive à la baïonnette pour briser son ennemi. Ce premier affrontement majeur entre Indiens et Européens vit donc la nette supériorité des forces françaises de par leur discipline et leur armement. À partir de cette date, l'alliance avec les forces françaises fut d'autant plus recherchée. Pour autant, le faible ravitaillement par la mer dont bénéficiait Dupleix ne permit pas d'autres conquêtes. C'est sans compter la tentative avortée de s'emparer du comptoir anglais de Gondelour. Mais les Britanniques désormais dominaient les mers et avaient maintenant l'initiative. Forts de cet avantage, ils entreprirent à leur tour d'assiéger en 1748 la ville de Pondichéry, en représailles à la prise de Madras. L'amiral Boscawen, fort d'une flotte de 15 vaisseaux et d'une armée constituée de 4000 Européens et de nombreux auxiliaires indiens, ne tarda pas à encercler la ville. Désormais bloqué par la mer et par la terre, Dupleix soutient un siège éprouvant, aidé de son meilleur officier, Paradis. Brillant maître d'artillerie, ce dernier répondit avec vigueur aux canonnades des vaisseaux anglais. La stratégie des Français, hors de ces échanges de canons, consistait à harceler l'ennemi, lui infligeant le maximum de pertes. Si ces sorties furent fructueuses pendant un temps, l'une d'elles vit Paradis fauché par un boulet, laissant Dupleix seul, responsable de la défense de la citadelle. Bien qu'il soit davantage diplomate que militaire, le gouverneur s'exécuta avec brio, tenant l'anglais en échec jusqu'à la mousson, ainsi qu'à l'annonce de la signature de la paix en 1749 en Europe. Il fut aussi grandement aidé par Madame Dupleix, sa femme. De son vrai nom, Johanna Albert est née le 2 juin 1706 à Pondichéry. On la surnomme alors la Béguin. Conçue d'un père chirurgien de la Compagnie des Indes et d'une mère métisse indo-portugaise, on lui prête une grande beauté. Mais loin d'être sa seule qualité, elle parle l'hindoustani, le bengali, le tamoul, le portugais, l'anglais et entretient des correspondances avec de nombreux princes indiens. Elle favorise ainsi la position de Dupleix dans la diplomatie du subcontinent. Mais elle dispose aussi d'un réseau d'espions qu'elle s'empresse de mettre à profit lors du siège. Elle en use aussi bien pour écarter d'éventuels traîtres que pour désorganiser les lignes ennemies. Sa présence à Pondichéry lors de cette bataille fut sans doute cruciale pour permettre la victoire aux forces françaises. Renforcé de nouvelles troupes, Dupleix entreprit, après avoir résisté aux Anglais, sa stratégie du nababisme. À l'aboutissement de cette guerre, les troupes françaises étaient devenues aux yeux des princes indiens des unités invincibles qui se devaient d'utiliser dans leur guerre dynastique. Dupleix, quant à lui, était l'homme fort chez les Européens, qui surpassait tous les autres. C'est alors qu'il prêta comme mercenaires les unités européennes et cipayes qui avaient servi lors de la première guerre carnatique aux princes indiens. Agir ainsi lui permettait donc de rendre nul le coup de ses armées, tout en renforçant son influence auprès de ses voisins. Dupleix saisit donc cette occasion à 2 reprises pendant les conflits de succession à Arcot et à Hyderabad. Les conflits en question concernaient plusieurs princes en théorie vassaux de l'empereur moghol, mais les crises successives dont fut sujet l'empire ébranla sa stabilité pour faire de ces principautés des royaumes presque indépendants. En 1739, notamment, la capitale Delhi fut pillée par Nadir Shah, l'empereur des Perses. Cet épisode signa définitivement la fin d'une hégémonie moghole sur le sous-continent indien. Sur la côte du Coromandel demeuraient donc 2 principautés, de l'Hyderabad et de l'Arcot, dont les souverains avaient successivement connu la mort. En Hyderabad, le Nizam, autrement dit le gouverneur, mourut en 1748. Dupleix assura donc son soutien à Muzaffar Jang, le petit-fils de l'ancien Nizam.
Le Nabab d'Arcot périt quant à lui en 1749. C'est de nouveau l'occasion pour Dupleix d'étendre son influence, en prenant le parti de Chanda Sahib, général et gendre de l'ancien Nabab. Un premier coup d'éclat le 3 août 1749 à Hambourg vit Dupleix et ses alliés indiens écraser un usurpateur qu'on appelait Anaverdy Khan. Le contingent du gouverneur, commandé par pâtissier de Bussy, joua le grand rôle en brisant les lignes ennemies, qui avaient vu son chef tué par des rafales françaises. Dès lors, la position française n'avait jamais été aussi forte en Inde. Le Décan était sous domination de Muzaffar Jung, épaulé par ce même Bussy. Le Karnat, quant à lui, avait un nouveau Nabab, qui était Chanda Sahib, et toute la côte de Coromandel était sous influence directe ou indirecte de la Compagnie française des Indes. Les ambitions grandissantes de Dupleix, compte tenu de l'expansion du territoire français, inquiétèrent plusieurs parties. Au premier abord, les Anglais craignaient la surtaxe des produits indiens, dont une partie importante était en territoire français ou sous fortes influences françaises. Mais au sein même de la Compagnie des Indes se trouvaient des agents qui eux aussi redoutaient l'expansion territoriale, qui selon eux risquait de déstabiliser la politique du sous-continent indien, tout en attisant les velléités des compagnies de commerce européennes. Pour nombre d'entre eux, la présence en Inde devait se limiter au seul commerce et quelques comptoirs protégés par de petits contingents devaient suffire à cela. Les actionnaires de la compagnie, partageant pour beaucoup ce point de vue, ne tardèrent pas à s'agacer devant les premiers revers que subit Dupleix. Ce dernier, au contraire, est resté convaincu que le retour sur investissement de ses conquêtes allait être colossal et permettrait aussi de les conserver. D'autant plus qu'une part importante des financements militaires provenait directement de sa poche. Mais après les débuts brillants de la guerre carnatique, la contre-offensive anglaise menée par un certain Robert Clive ne fit qu'accentuer l'inquiétude des dirigeants de la Compagnie des Indes. Il faut dire que les deux alliés que Dupleix avait patiemment installés périrent l'un après l'autre, en février 1751, puis en 1752. D'abord, dans le Décan, Muzaffar Jung, prétendant au titre prestigieux de Nizam, peut encore compter sur l'appui indéfectible de pâtissier de Bussy. C'est grâce à ce dernier, prestigieux officier de la Compagnie française des Indes, que Muzaffar est finalement proclamé Nizam en janvier 1751. Une réussite éclatante mais de courte durée, car le 13 février de la même année, lors de l'affrontement du col de Lakhiredipali, Muzaffar Jung est tué d'un coup de lance par ses anciens alliés afghans. Un renversement brutal qui semble sur le moment menacer la présence française dans le Décan. Mais Bussy ne se laisse pas abattre. Avec une rapidité et une habileté politique remarquables, il installe aussitôt Salabat Jung sur le trône des Nizam. Ce coup de maître permet aux Français non seulement de sauver la situation, mais même de voir leur crédibilité renforcée auprès des puissants locaux. Mais dans le Carnatique, la succession de Chanda Sahib ne prit pas du tout le chemin espéré. C'est là précisément sur ce territoire qu'entre en scène le brillant Robert Clive. En novembre 1751, il reprend Arcot au Nabab allié des Français, pourtant supérieur en nombre. Ce coup d'éclat ridiculise le prétendant soutenu par Dupleix qui perd aussitôt l'appui des princes indiens de la région. A l'inverse, Muhammad Ali Khan Waladja, fils d'Anaverdy Khan et rival déclaré, voit sa crédibilité grimper en flèche. Il finit par être reconnu comme prince légitime du Carnatique, soutenu par les élites locales, et même confirmé par l'empereur moghol Shah Alam II. Mais la prise d'Arcot n'est que l'un des épisodes d'un affrontement plus vaste. Depuis juillet 1751, Dupleix, soucieux de consolider la position de Chanda Sahib, avait lancé le siège de Trichinopoly, où Muhammad Ali s'était réfugié à la mort de son père. Pour soutenir l'effort, une colonne commandée par l'officier français d'Auteuil est envoyée en renfort. Quelques mois plus tôt, le gouverneur anglais de Madras, Thomas Saunders, répondit à l'appel de Muhammad Ali et dès mars, il expédia le capitaine Cope à Trichinopoly avec 580 hommes. 2 mois plus tard, Chanda Sahib se mit en marche, espérant faire jonction avec d'Auteuil, et ce dernier met 3 mois pour le rejoindre. Entre-temps, une nouvelle colonne anglaise sous le capitaine Jenkins, 500 Européens, 1000 cipayes et 8 canons, arrive sur place et s'installe le long de la route de Gondolour à Trichinopoly, prêt à bloquer tout passage. Le 30 juin, lors de l'affrontement de Volkonda, les Anglais subissent une sévère défaite et battent en retraite vers Trichinopoly. C'est l'occasion rêvée d'écraser définitivement leurs forces. Mais d'Auteuil et Chanda Sahib, par hésitation ou par prudence, ne se lancent pas à leur poursuite. Une erreur fatale.
Robert Clive se charge alors de ramener les restes des troupes anglaises en position, prêt à tenir Trichinopoli. D'Auteuil, prétextant une crue du fleuve, tarde encore. Tombant malade, il finit par laisser la direction des opérations à son successeur, Jacques-François Law de Lauriston, le neveu du fameux financier Law. Ce n'est que le 25 septembre 1751 que Law franchit enfin le fleuve pour commencer le bombardement de la ville. Clive en profite pour mener un raid de diversion sur Arcot. La capitale de la principauté tombe rapidement, portant un coup terrible au prestige de Chanda Sahib. Celui-ci détache alors 4000 hommes pour reprendre Arcot, mais ils sont battus, ce qui aggrave encore la débandade de son camp. Law, de son côté, tient bon. Renforcé par un nouveau contingent français, il commande alors 900 Européens et 2000 cipayes, tandis que les forces alliées indiennes varient de 10 000 à 30 000 hommes selon les sources. Mais la situation se dégrade soudain avec l'entrée en guerre des Maraths et du royaume de Mysore aux côtés des Britanniques. Et comme si cela ne suffisait pas, une colonne anglaise de renfort, menée par Stringer Lawrence, s'avance rapidement et surprend Law. Le 8 avril, elle force le blocus, puis dans la nuit du 11 au 12, une sortie anglaise achève de convaincre Law que le siège est un échec. Il se replie alors sur l'île de Srirangam. L'officier laisse son indécision sceller son sort. Encerclé, il capitule le 13 juin, livrant toute son armée. Chanda Sahib, quant à lui, tente de négocier sa reddition aux troupes du roi de Tanjore, allié de Muhammad Ali. En échange d'un sauf-conduit, il se livre. Mais les Tanjoriens trahissent leurs paroles et le décapitent. Law devient immédiatement le bouc émissaire des défaites françaises, même si dans les faits, une multitude de facteurs ont contribué à l'effondrement. Le gros de l'armée française et son puissant allié indien sont désormais hors d'état de nuire. Les Anglais peuvent ainsi poursuivre tranquillement l'œuvre du nababisme que Dupleix avait lui-même initié. À Pondichéry, Dupleix n'a plus les moyens de ses ambitions. Il implore la Compagnie des Indes d'envoyer des renforts et subsides, rejetant sur Law la responsabilité des revers récents. Une ambassade part pour la France avec l'espoir d'obtenir des secours. Mais avec les voyages qui durent 8 mois, les décisions prises de Paris arrivent toujours trop tard et ne correspondent plus à la réalité du terrain. En dépit de ces positions intenables, Dupleix parvient encore à contenir les Anglais sur la côte de Coromandel, tandis que Bussy, lui, continue de faire tonner les canons dans le Décan pour soutenir Salabat Jang, le nouveau nizam. Malgré l'ambassade composée par d'Auteuil, un de ses meilleurs officiers qu'il fit envoyer en France en 1753, la vision de Dupleix avait cessé de plaire. Au sein du gouvernement se trouvaient de fervents opposants comme Machaut d'Arnouville ou Silhouette, qui donnèrent la permission à la compagnie de rappeler son gouverneur le plus zélé. Fut donc envoyé un certain Godeheu, qui détenait le pouvoir exceptionnel de destituer Dupleix pour venir le remplacer et établir une paix solide avec les Anglais. Alors que la situation avait été stabilisée, que les renforts qui l'accompagnaient étaient bienvenus pour mettre un terme au siège, l'ordre fut délivré froidement à Dupleix de quitter son poste. Godeheu, quant à lui, signa la paix avec le gouverneur de Madras. La seconde guerre carnatique fut donc signée à l'avantage des Anglais, qui via la compagnie française rappeler l'essentiel de ses troupes vers ses principaux établissements que sont Mahé, Chandernagor, Karikal et Pondichéry. Il faut tout de même nuancer, car si la France laisse une part de la côte de Coromandel, acquise auparavant aux Anglais, elle garde une part respectable, d'autant plus que Bussy demeure toujours au cœur du Décan avec son contingent. Mais l'accord signé par Godeheu, qui espérait faire de l'Inde une zone neutre pour le commerce, ne fut pas respecté des Anglais, qui déjà cherchaient à contrôler l'empire colonial français en envoyant des contingents importants dans toutes ces colonies. Ainsi, l'East India Company avait déjà un coup d'avance lorsqu'éclata la guerre de 7 ans, en 1756. Après son éviction humiliante en 1754, Joseph-François Dupleix quitte les Indes, le cœur lourd, convaincu d'avoir servi une patrie qui ne l'a pas compris. De retour en France, il découvre une situation encore plus amère. La Compagnie des Indes refuse de le dédommager pour les sommes immenses qu'il a avancées de sa poche durant ses campagnes. Et l'État, occupé par la guerre qui annonce en Europe, ignore ses mémoires justificatifs. Dupleix passe alors ses dernières années à se battre non plus contre les Anglais, mais contre l'indifférence glacée des ministres. Ruiné, harcelé par les créanciers, il s'obstine pourtant à réclamer justice, accumulant rapports, lettres et plaidoyers, qui n'obtiennent jamais plus qu'un silence gêné. En 1763,
l'année même où la France perd définitivement toute ambition en Inde avec le traité de Paris. Dupleix s'éteint, oublié de tous. Celui qui avait rêvé de bâtir un empire français en Orient meurt isolé, mais sans jamais renier sa vision. Une vision que l'histoire, un siècle plus tard, finira seulement à reconnaître. Robert Clive, à l'inverse, avait parfaitement compris la logique de son rival et s'employait à en reprendre les méthodes pour l'adapter aux ambitions britanniques. Son objectif était clair, contrôler progressivement l'ensemble du sous-continent. La première étape consistait à éliminer les derniers bastions français. Ainsi, dès l'ouverture de la guerre de 7 ans, l'East India Company s'empara de Chandernagore, l'un des comptoirs les plus prospères de la présence française en Inde. Peu après, survint la célèbre bataille de Plessis, en 1757, triomphe fondateur de la puissance britannique. Même si, pour les Français, son impact direct reste limité. Un petit contingent rescapé y participa, mais rien de décisif pour leur cause. Le conflit prit une toute autre dimension en 1758, avec l'arrivée d'une importante flotte française commandée par l'amiral Daché et transportant près de 4000 hommes sous les ordres de Thomas Arthur de Lally Tollendal. Lally, brillant soldat d'origine irlandaise, ne possédait toutefois ni la connaissance du pays, ni le réseau politique que Dupleix et ses officiers avaient patiemment bâti. Son mépris affiché envers les élites indiennes, comme envers les marins de Daché, paralysa toute cohésion au sein du commandement. Malgré cela, il remporta quelques succès initiaux, notamment la prise de Gondelour. Et lorsqu'il marcha sur Madras, il se heurta à une défense anglaise solide. Aggravé par le départ précipité de Daché vers l'île de France, privé du soutien naval indispensable, Lally fut battu à la bataille de Vandivash en janvier 1760. Une défaite décisive qui scella le sort de la présence française en Inde. Isolé, mal ravitaillé, et de plus en plus détesté par ses propres soldats, comme par les princes locaux, Lally dut finalement se replier sur Pondichéry. Après une résistance héroïque de plusieurs mois face à un ennemi largement supérieur en nombre, il capitula en janvier 1761. Le retour en France fut pour lui plus tragique encore que la défaite militaire. Accablé de toutes les responsabilités, désigné comme bouc émissaire commode d'un empire qui avait manqué de moyens et de vision, Lally fut condamné à mort pour haute trahison et exécuté en 1763. Un sort cruel que beaucoup d'historiens jugent profondément injuste. Ainsi s'achève le dernier grand rêve d'une Inde française. Un rêve construit avec l'audace de Dupleix, maintenu un temps par la ténacité de Bussy et finalement balayé par l'absence de soutien, les rivalités internes et la montée irrésistible de l'Empire britannique.